Chapitre XIII. La France féodale et Hugues Capet. Vous venez de voir que 29 ans après la mort de Charlemagne, en 843, lorsque, par le traité de Verdun, les fils de Louis le Débonnaire se furent partagés ses États, le Grand Empire se décomposa en 3 royaumes distincts et indépendants, les royaumes d'Italie, de Germanie et de France. La décomposition ne s'en tint pas là. 45 ans plus tard, à la fin du IXe siècle, peu après la mort de Charles le Gros, le dernier des Carlovingiens qui est paru réunir un moment tout l'empire de Charlemagne, cet empire, au lieu de 3 royaumes, en avait enfanté 7, les royaumes de France, de Navarre, de Provence ou Bourgogne-Cisjurane, de Bourgogne-Transjurane, de Lorraine, d'Allemagne et d'Italie. Voilà ce qu'était devenue la factice et éphémère unité de cet empire d'Occident que Charlemagne avait voulu mettre à la place de l'empire romain. Je laisse là les royaumes distincts et indépendants. Je ne regarde qu'au-dedans du royaume de France. J'y reconnais le même fait. Le même travail de démembrement s'y poursuit. Vers la fin du IXe siècle, déjà 29 provinces ou fragments de provinces sont devenus de petits États dont les anciens gouverneurs, sous les noms de ducs, comtes, marquis, vicomtes, sont bien près d'être de vrais souverains. 29 des grands fiefs qui ont joué un rôle spécial dans notre histoire remontent à cette époque. Ces petits États ne sont pas d'importance égale, ni en possession d'une indépendance absolument pareille. Certains liens les unissent à d'autres États, et il en résulte certaines obligations réciproques qui deviendront le fondement, on pourrait dire la constitution de la société féodale. Mais le trait dominant n'en est pas moins l'isolement, l'existence personnelle. Ce sont vraiment de petits États nés du démembrement d'un grand territoire. Ces gouvernements locaux se sont formés aux dépens d'un pouvoir central. De la fin du IXe siècle, je passe à la fin du Xe siècle, à l'époque où les Capétiens prennent la place des Carlovingiens. Au lieu de 7 royaumes à la place de l'empire de Charlemagne, on n'en comptait plus alors que 4. Les royaumes de Provence et de Bourgogne-Transjurane avaient formé en se réunissant le royaume d'Arles. Le royaume de Lorraine n'était plus qu'un duché disputé entre l'Allemagne et la France. L'empereur Othon le Grand avait réuni le royaume d'Italie à l'empire d'Allemagne. Des rapprochements s'étaient opérés entre les grands États. Mais dans l'intérieur du royaume de France, le démembrement avait continué. Au lieu de 29 petits États ou grands fiefs que j'y avais reconnus à la fin du IXe siècle, j'en trouve à la fin du Xe 55 bien effectivement établis. Comment s'était accompli ce démembrement toujours croissant? Quelle cause l'avait déterminé et de plus en plus substitué à l'unité de l'Empire? 2 causes naturelles et indépendantes de tout calcul humain. L'une morale, l'autre politique. L'absence dans les esprits de toute idée générale et dominante. Le retour dans les relations sociales et les mœurs des libertés individuelles naguère comprimées ou réglées par la forte main de Charlemagne. Aux époques de formation ou de transition, les États et les gouvernements se font à la mesure, je dirais presque à la taille des hommes du temps, de leurs idées, de leurs sentiments, de leurs forces personnelles. Quand les idées sont rares et courtes, quand les sentiments ne se déploient que dans un cercle étroit, quand les moyens d'action et d'expansion manquent aux hommes, les sociétés deviennent petites et locales, comme la pensée et l'existence de leurs membres. Tel était l'état des faits au IXe et Xe siècle. Point d'idées générales et fécondes, sauf la foi chrétienne. Point de grands vents intellectuels, point de grandes passions nationales, point de faciles et rapides moyens de communication entre les hommes. Les esprits et les vies se renfermaient dans d'étroits espaces et rencontraient à chaque pas des bornes, des obstacles presque insurmontables. Et en même temps, par la chute de l'Empire romain et de l'Empire de Charlemagne,
les hommes rentraient en possession des rudes et hardies libertés individuelles qui étaient le caractère essentiel des mœurs germaniques. Francs, Wisigoths, Bourguignons, Saxons, Lombards, tous ces nouveaux peuples de l'Europe occidentale n'avaient pas vécu, comme les Grecs et les Romains, sous la loi d'une idée essentiellement politique, l'idée de la cité, de l'État, de la patrie. Ils étaient hommes libres et point citoyens, compagnons les uns des autres, point membres d'un même corps public. Ils quittaient la vie errante, ils se fixaient sur un sol conquis par eux et partagé entre eux. Ils vivaient chacun chez soi, maître de lui-même et des siens, famille, serviteurs, colons, esclaves. Le domaine territorial devenait la patrie, et le propriétaire restait un homme libre, un chef local et indépendant, à ses risques et périls. Ainsi se forma naturellement la France féodale, quand les nouveaux venus établis dans leur nouvelle demeure ne furent plus dominés ou entravés par la vaine tentative de rétablir l'Empire romain. Les conséquences d'un tel état des faits et d'une telle disposition des hommes se développèrent rapidement. La propriété territoriale devint le caractère fondamental et la garantie de l'indépendance et de l'importance sociale. La souveraineté locale, sinon entière et absolue, du moins dans ses principaux droits, droit de guerre, droit de justice, droit de taxation, droit de police, s'unit à la propriété territoriale qui ne tarda pas à devenir héréditaire, soit que sous le nom d'alleux, elle eût été dès l'origine complètement libre et exempte de tout lien féodal, soit que sous le nom de bénéfice, elle provint des concessions de terre faites par le chef à ses compagnons à charge de certaines obligations. Les offices, c'est-à-dire les diverses fonctions militaires ou civiles conférées par le roi à ses fidèles, finirent aussi par devenir héréditaires. Établie peu à peu, en fait, cette hérédité des terres et des pouvoirs locaux fut bientôt reconnue par les lois. Un capitulaire de Charles le Chauve, rendu en 877, contient ces deux dispositions. Si, après notre mort, quelqu'un de nos fidèles, saisi d'amour pour Dieu et notre personne, veut renoncer au siècle, et s'il a un fils ou tel autre parent capable de servir la chose publique, qu'il soit libre de lui transmettre ses bénéfices et ses honneurs comme il lui plaira. Si un comte de ce royaume vient à mourir, et que son fils soit auprès de nous, nous voulons que notre fils, avec ceux de nos fidèles qui se trouveront les plus proches parents du comte défunt, ainsi qu'avec les autres officiers du dit comté et l'évêque dans le diocèse duquel il sera situé, pourvoie à son administration jusqu'à ce que la mort du précédent comte nous ait été annoncée et que nous ayons pu conférer au fils présent à notre cour les honneurs dont son père était revêtu. Ainsi, le roi se réservait encore le droit nominal de conférer au fils les offices ou fonctions locales du père, mais il reconnaissait au fils le droit de les obtenir. Une foule de documents attestent qu'à cette époque, lorsque, à la mort d'un gouverneur de province, le roi essayait de donner son comté à quelque autre qu'à ses descendants, non seulement l'intérêt personnel résistait, mais une telle mesure était considérée comme une violation du droit. Sous le règne de Louis le Bègue, fils de Charles le Chauve, deux de ses fidèles, Wilhelm et Engelscholk, occupaient deux comtés sur les confins de la Bavière. À leur mort, leurs offices furent donnés au comte Arbaud, au préjudice de leur fils. Les enfants et leurs parents, dit le chroniqueur, prenant cela comme une grande injustice, dirent que les choses devaient se passer autrement, et qu'ils mourraient par le glaive ou qu'Arbaud quitterait le comté de leur famille. L'hérédité des propriétés territoriales et de leurs droits locaux, quel qu'eût été dans l'origine leur caractère, l'hérédité des offices ou pouvoirs locaux, militaires ou civils, primitivement conférés par le roi, et par conséquent l'union héréditaire de la propriété territoriale et du gouvernement local, sous la condition un peu confuse et précaire des relations et des devoirs hiérarchiques entre le suzerain et le vassal, tel était en droit et en fait le régime féodal. Du IXe au Xe siècle, il avait pleinement prévalu.
Ce régime ainsi bien défini, nous nous trouvons en présence d'un fait historique incontestable. Aucun temps, aucun système n'est demeuré en France aussi odieux à l'instinct public, et cette antipathie n'est point particulière à notre âge, ni seulement le fruit de la grande révolution qui naguère nous a séparés comme par un abîme de notre passé. On peut remonter le cours de notre histoire et s'y arrêter où l'on voudra, on trouvera partout le régime féodal considéré par la masse de la population comme un ennemi qu'il faut combattre et abattre à tout prix. De tout temps, quiconque lui a porté un coup a été populaire en France. Les causes de ce fait ne sont pas toutes, ni peut-être même les principales, dans les maux qu'en France, sous le régime féodal, les peuples ont eu à souffrir. Le malheur n'est pas ce que détestent et redoutent le plus les peuples. Ils l'ont plus d'une fois soutenu, affronté, recherché presque, et il y a des époques déplorables dont le souvenir leur est resté cher. C'est dans le caractère politique de la féodalité, dans la nature et la forme de son pouvoir, que réside vraiment le principe de la version populaire que, parmi nous du moins, elle n'a cessé d'inspirer. C'était une confédération de petits souverains, de petits despotes, inégaux entre eux et ayant les uns envers les autres des devoirs et des droits, mais investis dans leur propre domaine, sur leur sujet personnel et direct, d'un pouvoir arbitraire et absolu. Là réside essentiellement le régime féodal. C'est par là surtout qu'il diffère de toute autre aristocratie et de tout autre gouvernement. Ni le despotisme, ni les aristocraties n'ont été rares en ce monde. On a vu des peuples arbitrairement gouvernés, possédés même par un seul homme, par un collège de prêtres, par un corps de patriciens. Aucun de ces gouvernements despotiques n'a ressemblé au régime féodal. Là où le pouvoir souverain a été placé aux mains d'un seul homme, la condition du peuple a été servile et déplorable. Au fond, la féodalité valait mieux, et tout à l'heure je dirai pourquoi. Cependant, il faut le reconnaître, cette condition a souvent paru moins lourde et s'est fait plus aisément accepter que le régime féodal. C'est que, dans les grandes monarchies absolues, les hommes ont du moins obtenu une sorte d'égalité et de repos. Égalité honteuse, repos funeste, mais dont se contentent quelquefois les peuples, sous l'empire de certaines circonstances ou dans la dernière période de leur existence. La liberté, l'égalité et le repos manquaient également du Xe au XIIIe siècle aux habitants des domaines de chaque seigneur. Leur souverain était à leur porte, aucun d'eux n'était obscur pour lui, ni éloigné de son pouvoir. De toutes les tyrannies, la pire est celle qui peut ainsi compter ses sujets et qui voit de son siège les limites de son empire. Les caprices de la volonté humaine se déploient alors dans leur intolérable bizarrerie et avec une irrésistible promptitude. C'est alors aussi que l'inégalité des conditions se fait le plus rudement sentir. La richesse, la force, l'indépendance, tous les avantages et tous les droits s'offrent à chaque instant en spectacle à la misère, à la faiblesse, à la servitude. Les habitants des fiefs ne pouvaient se consoler au sein du repos, sans cesse compromis dans les querelles de leurs seigneurs, en proie aux dévastations de ses voisins. Ils menaient une vie encore plus précaire, encore plus agitée que le seigneur lui-même, et ils subissaient à la fois la continuelle présence de la guerre, du privilège et du pouvoir absolu. La domination de la féodalité ne différait pas moins de celle d'un collège de prêtres ou d'un sénat de patriciens que du despotisme d'un seul. Dans les deux premiers systèmes, c'est un corps aristocratique qui gouverne la masse du peuple. Dans le régime féodal, c'est une aristocratie dissoute en individus dont chacun gouverne pour son propre compte un certain nombre d'hommes qui ne dépendent que de lui. Le corps aristocratique est-il un clergé? Son pouvoir se fonde sur des croyances qui lui sont communes avec ses sujets. Or, dans toute croyance commune à ceux qui commandent et à ceux qui obéissent, il y a un lien moral, un principe d'égalité sympathique, et de la part de ceux qui obéissent, une adhésion tacite à l'Empire.
Est-ce un sénat de patriciens qui règne? Il ne peut gouverner aussi capricieusement, aussi arbitrairement qu'un homme. Il y a diversité, délibération dans le sein même du gouvernement. Il peut s'y former, il s'y forme toujours des factions, des partis qui, pour arriver à leur fin, cherchent à se concilier la faveur du peuple, prennent quelquefois en main ses intérêts, et, quelque mauvaise que soit sa condition, le peuple, en s'associant aux rivalités de ses maîtres, exerce quelque influence sur son propre sort. La féodalité n'était point, à proprement parler, un gouvernement aristocratique, un sénat de rois, ou, comme disait Cinéas à Pyrrhus, c'était une collection de despotismes individuels exercés par des aristocrates isolés, dont chacun, souverain dans ses domaines, ne devait compte à aucun autre et ne délibérait avec personne de sa conduite envers ses sujets. Peut-on s'étonner qu'un tel système ait encouru, de la part des peuples, plus de haine que ceux-là même qui les ont réduits à une servitude plus monotone et plus durable? Le despotisme était là comme dans les monarchies pures, le privilège comme dans les aristocraties les plus concentrées, et l'un et l'autre s'y produisaient sous la forme la plus offensante et la plus crue, si je puis ainsi parler. Le despotisme ne s'atténuait point par l'éloignement et l'élévation d'un trône. Le privilège ne se voilait point dans la majesté d'un grand corps. L'un et l'autre appartenaient à un homme toujours présent et toujours seul, toujours voisin de ses sujets, et jamais appelé, en traitant de leur sort, à s'entourer de ses égaux. Maintenant, je quitte les sujets de la féodalité. Je considère les maîtres, les propriétaires de fiefs et leurs relations entre eux. Je suis ici en présence d'un tout autre spectacle. Je vois des libertés, des droits, des garanties qui non seulement protègent et honorent ceux qui en jouissent, mais dont la tendance et les faits ouvrent à la population sujette une porte vers un meilleur avenir. Il faut bien qu'en fait il en ait été ainsi, car d'une part, la société féodale n'a manqué ni de dignité ni de gloire. D'autre part, le régime féodal n'a point, comme la théocratie de l'Égypte ou le despotisme de l'Asie, condamné sans retour ses sujets à la servitude. Il les opprimait, mais ils ont fini par vouloir et pouvoir s'affranchir. C'est le vice de la monarchie pure d'élever le pouvoir si haut et de l'entourer d'un tel éclat que la tête tourne à celui qui le possède, et que ceux qui le subissent osent à peine le regarder. Le souverain s'y croit un dieu, le peuple y tombe dans l'idolâtrie. Il n'en était pas ainsi dans la société des propriétaires de fiefs. La grandeur n'y était pas éblouissante ni inabordable. La distance était courte du vassal au suzerain. Ils vivaient entre eux familièrement, sans que la supériorité puisse croire illimitée, ni la subordination servile. De là cette étendue de la vie domestique, cette noblesse des services personnels, où l'un des plus généreux sentiments du Moyen-Âge, la fidélité, a pris naissance, et qui conciliait la dignité de l'homme avec le dévouement du vassal. De plus, ce n'était pas d'un nombreux sénat aristocratique, mais de lui-même, et presque de lui seul, que chaque possesseur de fief tirait sa force et son éclat. Isolé dans ses domaines, c'était à lui de s'y maintenir, de les étendre, de se conserver des sujets soumis, des vassaux fidèles, de réprimer ceux qui lui manquaient d'obéissance ou méconnaissaient les devoirs de membres de la hiérarchie féodale. C'était comme un peuple de citoyens épars dont chacun, toujours armé, suivi de sa troupe ou retranché dans son château, veillait lui-même à sa sûreté et à ses droits, comptant bien plus sur son courage et sur son renom que sur la protection des pouvoirs publics. Un tel état ressemble moins à la société organisée et assise qu'à une constante perspective de péril et de guerre. Mais l'énergie et la dignité de l'individu s'y maintiennent. Une société plus étendue et mieux réglée peut en sortir. Aussi en est-elle sortie. Cette société future ne tarda pas à poindre et à croître au milieu de ce régime féodal si turbulent, si oppressif, si détesté. Pendant 5 siècles, depuis l'invasion des barbares jusqu'à la chute des Carlovingiens, la France semble stationnaire dans le chaos.
À travers cette longue et obscure anarchie, la féodalité se forme lentement, aux dépens tantôt de la liberté, tantôt de l'ordre, non comme un vrai perfectionnement de l'état social, mais comme le seul régime qui puisse acquérir quelque fixité, comme une sorte de pis-aller nécessaire. Dès qu'il a prévalu, le régime féodal, à peine vainqueur, est attaqué dans les degrés inférieurs par la masse du peuple, qui essaye de ressaisir quelques libertés, quelques propriétés, quelques droits, dans le clergé supérieur, par la royauté qui travaille à recouvrer son caractère public, à redevenir la tête d'une nation. Ce ne sont plus des hommes libres dans une situation vague et douteuse et qui défendent mal, contre la domination des chefs dont ils habitent les terres, les débris de leur indépendance gauloise, romaine ou barbare. Ce sont des bourgeois, des colons, des serfs qui savent bien quels sont leurs maux, leurs oppresseurs, et qui travaillent à s'en affranchir. Ce n'est plus un roi incertain du titre et de la nature de son pouvoir, tantôt le chef des guerriers, tantôt loin du Très-Haut, ici le maire du palais d'un barbare fainéant, là l'héritier des empereurs de Rome, un souverain qui s'agite confusément au milieu de compagnons ou de serviteurs ardents, tantôt à envahir son pouvoir, tantôt à s'en isoler absolument. C'est l'un des premiers seigneurs féodaux qui s'applique à devenir le maître de tous, à changer sa suzeraineté en souveraineté. Aussi, malgré la servitude où le peuple est tombé à la fin du Xe siècle, dès ce moment, c'est l'affranchissement du peuple qui est en progrès. Malgré la faiblesse, ou plutôt la nullité du pouvoir royal à la même époque, dès ce moment, c'est le pouvoir royal qui gagne du terrain. Ce système monarchique que le génie de Charlemagne n'avait pas pu fonder, des rois bien inférieurs à Charlemagne le feront prévaloir peu à peu. Ces libertés et ces garanties que les guerriers germains n'avaient pas su faire passer dans une société bien réglée, les communes les ressaisiront successivement. La féodalité seule a pu naître du sein de la barbarie, mais à peine la féodalité est établie qu'on voit naître et grandir dans son sein la monarchie et la liberté. De la fin du IXe à la fin du Xe siècle, deux familles sont, dans notre histoire, les représentants et les instruments des deux régimes ainsi en présence et en lutte à cette époque. Le régime impérial qui tombe, le régime féodal qui s'élève. Après la mort de Charlemagne, ses descendants, au nombre de 10, de Louis le Débonnaire à Louis le Fainéant, tentent obstinément, mais en vain, de maintenir l'unité de l'Empire et l'unité du pouvoir central. En 4 générations, au contraire, les descendants de Robert le Fort montent à la tête de la France féodale. Les premiers, quoique germains de race, sont imbus des maximes, des traditions et des prétentions de ce monde romain qu'avaient un moment ressuscité leurs glorieux ancêtres, et ils le réclament comme leur héritage. Les seconds gardent dans leur établissement sur le territoire gallo-romain les sentiments, les mœurs, les instincts germaniques et ne se préoccupent que de s'établir et de grandir dans la nouvelle société qui se forme peu à peu sur le sol conquis par les barbares leurs pères. Louis d'Outremer et Lothaire n'ont pas été, je pense, moins braves de leur personne que Robert le Fort et son fils Eudes, mais quand les Normands mettent l'État franc en danger, ce n'est pas vers les descendants de Charlemagne, vers l'empereur Charles le Gros, c'est vers le chef local et féodal, vers Eudes, comte de Paris, que la population se tourne pour être sauvée, et c'est Eudes, en effet, qui la sauve. Dans ce laborieux enfantement de la monarchie française, un fait mérite d'être remarqué. C'est le long respect qui s'attache dans l'esprit des peuples au nom et au souvenir de l'empire carlovingien en dépit de sa décadence. Ce n'est pas seulement l'éclat de ce nom et de la mémoire de Charlemagne qui inspire et prolonge ce respect. Un certain instinct de la valeur de l'hérédité monarchique, comme principe de stabilité et d'ordre, existe déjà dans les populations et se laisse même entrevoir chez les rivaux de la famille royale en dépérissement. Elle a été consacrée par la religion. Le titre d'oint du Très-Haut s'unit pour elle à celui d'héritier légitime. Pourquoi son neveu, le duc de France, Hugues le Grand,
Malgré des occasions très favorables et des tentations très visibles, s'abstient-il persévéramment de prendre la couronne et la laisse-t-il si longtemps chanceler sur la tête de Louis d'Outre-mer et de Lothaire? Pourquoi son fils Hugues Capet lui-même attend-il, pour se faire élire roi, que Louis le Fainéant soit mort et que la race carlovingienne n'est plus qu'un représentant collatéral et décrié? On pressent dans ces hésitations et ces lenteurs des grands chefs féodaux l'autorité que possède déjà le principe de l'hérédité monarchique au moment même où il va être violé et le grand rôle que jouera ce principe dans l'histoire de France. Le jour de la décision arriva enfin pour Hugues Capet. Rien n'indique qu'il eût conspiré pour le hâter, mais il en avait prévu la chance, et s'il n'avait rien fait pour le préparer, il s'y était, quant à lui-même, tenu prêt. Dans un voyage qu'il avait fait à Rome en 981, il était entré en bonne relation personnelle avec l'empereur Othon II, roi de Germanie, le plus important des voisins de la France et le plus enclin à se mêler de ses affaires. En France, Hugues Capet était uni d'une intime amitié avec l'archevêque de Reims, Adalbéron, le plus considérable et le plus capable des prélats français. L'événement lui montra ce que valait un tel ami. Le 21 mai 987, le roi Louis V mourut sans enfant. Après ses obsèques à Compiègne, les grands du royaume se réunirent à Senlis. J'emprunte ici le récit textuel d'un témoin contemporain, Richer, le seul des chroniqueurs de ce siècle qui mérite le nom d'historien, soit par l'authenticité de son témoignage, soit par l'étendue et la clarté de sa narration. L'évêque se plaça, dit-il, avec le duc au milieu des seigneurs, et il leur dit « Je viens m'asseoir parmi vous pour traiter des affaires de l'État. Loin de moi le dessein de rien dire qui n'ait pour but l'avantage de la chose publique. Comme je ne vois pas ici tous les princes dont la sagesse et l'activité pourraient être utiles au gouvernement du royaume, il me semble que le choix d'un roi doit être différé quelque temps, afin qu'à une époque déterminée tous puissent se réunir en assemblée et que chaque avis, discuté et exposé au grand jour, produise ainsi tout son effet. Qu'il plaise donc à vous tous qui êtes ici réunis pour délibérer, de vous lier avec moi par serment à l'illustre duc, et de promettre entre ses mains de ne vous occuper en rien de l'élection d'un chef, et de ne rien faire dans ce but, jusqu'à ce que nous nous soyons réunis ici en assemblée pour délibérer sur ce choix. » Cet avis fut accueilli et approuvé de tous. On prêta serment entre les mains du duc, et on fixa le temps où on reviendrait se réunir en assemblée. Avant le jour fixé pour cette réunion, le dernier des descendants de Charlemagne, Charles, duc de la Basse-Lorraine, frère du feu roi Lothaire et oncle paternel du feu roi Louis, alla à Reims trouver l'archevêque et lui parla ainsi de ses droits au trône. « Tout le monde sait, vénérable père, que par droit héréditaire je dois succéder à mon frère et à mon neveu. Il ne me manque rien de ce qu'on doit exiger avant tout de ceux qui doivent régner, la naissance et le courage d'oser. Pourquoi suis-je repoussé du territoire que tout le monde sait avoir été possédé par mes ancêtres? À qui puis-je mieux m'adresser qu'à vous, lorsque tous les appuis de ma race ont disparu? À qui aurais-je recours privé d'une protection honorable, si ce n'est à vous? Par qui, sinon par vous, serais-je réintégré dans les honneurs paternels? Plaise à Dieu que les choses se passent convenablement pour moi et pour ma fortune. Repoussé, que pourrais-je être sinon donné en spectacle à tous ceux qui me verraient? Laissez-vous toucher par quelque sentiment d'humanité. Soyez compatissant pour un homme éprouvé par tant de revers. » Un tel langage était plus propre à inspirer le mépris que la compassion. Le métropolitain, ferme dans sa résolution, lui répondit ce peu de mots. « Tu t'es toujours associé à des parjures, à des sacrilèges, à des méchants de toute espèce, et maintenant encore tu ne veux pas t'en séparer. Comment peux-tu, avec de tels hommes et par de tels hommes, chercher à arriver au souverain pouvoir ?» Et comme Charles répondait qu'il ne fallait pas abandonner ses amis, mais plutôt en acquérir d'autres, l'évêque se dit en lui-même « Maintenant qu'il ne possède aucune dignité, il s'est lié avec des méchants dont il ne veut en aucune façon abandonner la société.
Quel malheur ce serait pour les bons s'il était élu au trône. Il répondit à Charles qu'il ne ferait rien sans le consentement des princes, et il le quitta. Au temps fixé, probablement le 29 ou 30 juin 987, les grands de la Gaule franque qui s'étaient liés par serment se réunirent à Senlis. Hugues Capet y parut avec son frère Henri de Bourgogne et son beau-frère Richard sans Peur, duc de Normandie. La plupart des vassaux directs de la couronne s'y trouvèrent aussi. Foulques Nérat, le Noir, comte d'Anjou, Eudes, comte de Blois, de Chartres et de Tours, Bouchard, comte de Vendôme et de Corbeil, Gauthier, comte du Vexin, Hugues, comte du Maine. Il y vint peu de comtes d'Outre-Loire. Quelques-uns des seigneurs du Nord, entre autres Arnoul II, comte de Flandre, et les seigneurs de Vermandois y manquèrent également. Lorsque les assistants se furent formés en assemblée, l'archevêque Adalbéron, de l'assentiment du duc Hugues, leur parla ainsi. Louis, de divine mémoire, ayant été retiré du monde sans laisser d'enfant, il a fallu s'occuper sérieusement de chercher qui pourrait le remplacer sur le trône pour que la chose publique ne restât pas en péril, abandonnée et sans chef. Voilà pourquoi, dernièrement, nous avons cru utile de différer cette affaire afin que chacun de vous pût venir ici soumettre à l'Assemblée l'avis que Dieu lui aurait inspiré et que de tous ces sentiments divers on pût induire quelle est la volonté générale. Nous voici réunis. Sachons faire en sorte, par notre prudence, par notre bonne foi, que la haine n'étouffe pas la raison et que l'affection n'altère pas la vérité. Nous n'ignorons pas que Charles a ses partisans, lesquels soutiennent qu'il doit arriver au trône que lui transmettent ses parents. Mais si l'on examine cette question, le trône ne s'acquiert point par droit héréditaire, et l'on ne doit mettre à la tête du royaume que celui qui se distingue non seulement par la noblesse corporelle, mais celui que l'honneur recommande et qu'appuie la magnanimité. Nous lisons dans les annales qu'à des empereurs de race illustre, que leur lâcheté précipita du pouvoir, il en succéda d'autres tantôt semblables, tantôt différents. Mais quelle dignité pouvons-nous conférer à Charles, que ne guide point l'honneur, que l'engourdissement énerve, enfin qui a perdu la tête au point de n'avoir pas honte, de servir un roi étranger et de se mésallier à une femme prise dans l'ordre des chevaliers, ses vassaux? Comment le puissant duc souffrirait-il qu'une femme sortie d'une famille de ses vassaux devint reine et dominât sur lui? Comment marcherait-il après celle dont les pareils et même les supérieurs plient le genou devant lui et posent les mains sous ses pieds? Examinez soigneusement la chose et considérez que Charles a été rejeté plus par sa faute que par celle des autres. Décidez-vous plutôt pour le bonheur que pour le malheur de la République. Si vous voulez son malheur, créez Charles souverain. Si vous tenez à sa prospérité, couronnez Hugues, l'illustre duc. Que l'attachement pour Charles ne séduise personne, que la haine pour le duc ne détourne personne de l'intérêt commun. Donnez-nous donc pour chef le duc, recommandable par ses actions, par sa noblesse et ses troupes, le duc en qui vous trouverez un défenseur non seulement de la chose publique, mais de vos intérêts privés. Grâce à sa bienveillance, vous aurez en lui un père, qui a mis en lui son secours et n'y a pas trouvé protection, qui, enlevé aux soins des siens, ne leur a pas été rendu par lui. Cette opinion, proclamée et accueillie, le duc Hugues fut d'un consentement unanime porté au trône, couronné le 1er juillet par le métropolitain et les autres évêques, et reconnu pour roi par les Gaulois, les Bretons, les Normands, les Aquitains, les Goths, les Espagnols et les Gascons. Entouré des grands du royaume, il fit des décrets et porta des lois selon la coutume royale, réglant avec succès et disposant toutes choses. Pour mériter tant de bonheur et inspiré par tant d'événements prospères, il se livra à une grande piété. Voulant laisser avec certitude, après sa mort, un héritier au trône, il se concerta avec les grands, et lorsqu'il eut tenu conseil avec eux, il envoya d'abord des députés au métropolitain de Reims, alors à Orléans, et lui-même alla le trouver ensuite pour faire associer au trône son fils Robert. L'archevêque lui ayant dit qu'on ne pouvait régulièrement créer 2 rois dans la même année,
Il montra aussitôt une lettre envoyée par Borel, duc de l'Espagne intérieure, prouvant que ce duc demandait du secours contre les barbares. Le métropolitain, comprenant qu'il pourrait bien en être ainsi, se rendit aux raisons du roi. Et comme les grands étaient réunis aux fêtes de la nativité du Seigneur pour célébrer le couronnement, Hugues prit la pourpre et il couronna solennellement, dans la basilique de la Sainte-Croix, son fils Robert, aux acclamations des Français. Ainsi fut fondée la dynastie des Capétiens, sous la double influence des mœurs germaniques et des relations féodales. Parmi les anciens Germains, l'hérédité royale avait été en général renfermée dans une seule et même famille, mais l'élection s'associait souvent à l'hérédité et l'avait plus d'une fois mise à l'écart. Hugues Capet était le chef de la famille la plus éclatante de son temps et la plus voisine du trône, auquel les mérites personnels des comtes Eudes et Robert l'avaient déjà 2 fois fait monter. Il était aussi l'un des plus grands chefs de la société féodale, duc du pays qui s'appelait déjà la France, et comte de Paris, de la ville que Clovis, après ses victoires, avait choisie pour centre de ses États. En présence des prétentions plus romaines que germaniques, des héritiers carlovingiens et de leur décadence constatée, l'élévation de Hugues Capet fut la conséquence naturelle des principaux faits comme des mœurs de l'époque et la manifestation souveraine du nouvel état social dans la Gaule franque, la féodalité. Aussi, l'événement s'accomplit-il et se maintint-il sans grand obstacle. Le carlovingien Charles de Lorraine essaya vainement de réclamer ses droits. Après quelques apparences de succès, il mourut en 992 et ses descendants tombèrent, sinon dans l'obscurité, du moins dans l'insignifiance politique. En vain, d'autre part, quelques seigneurs féodaux, surtout dans la France méridionale, refusèrent quelque temps à Hugues Capet leur adhésion. L'un d'entre eux, Adalbert, comte de Périgord, est resté presque célèbre pour avoir fait à la question de Hugues Capet « Qui t'a fait comte ?» cette fière réponse « Qui t'a fait roi ?» La fierté du comte Adalbert était plus spirituelle qu'efficace. Hugues avait cette modération intelligente et patiente qui, dans les situations déjà acquises, est le plus sûr gage de la durée. Plusieurs faits indiquent qu'il ne méconnaissait point la valeur et la portée de son titre de roi. En même temps qu'en faisant couronner avec lui son fils Robert, il assurait à sa race la succession prochaine, il faisait aussi quelques actes qui dépassaient les limites de ses domaines féodaux et annonçaient à tout le royaume la présence du roi. Mais ces actes étaient modestes et prudents, et il préparait l'avenir sans le devancer. Hugues Capet se renferma avec soin dans la sphère de ses droits reconnus comme de ses forces efficaces, et son gouvernement resta fidèle au caractère de la révolution qu'il avait portée au trône, tout en faisant pressentir le progrès futur de la royauté en dehors et au-dessus de la féodalité. Quand il mourut, le 24 octobre 996, la couronne qu'il hésitait, dit-on, à porter sur sa tête, passa sans obstacle à son fils Robert, et le cours que devait suivre pendant 8 siècles sous le gouvernement de ses descendants, la civilisation de la France commença à se développer. Je vous ai déjà indiqué, mes enfants, dans la personne de l'archevêque de Reims, Adalbéron, la part que prit le clergé à ce second changement de dynastie, mais le rôle qu'il y joua fut trop important et trop nouveau pour que je ne vous en fasse pas connaître avec un peu plus de détail le vrai caractère et le principal acteur. Lorsqu'en 751, Pépin le Bref devint roi à la place du dernier mérovingien, ce fut, vous l'avez vu, le pape Zacharie qui décida qu'il valait mieux donner le titre de roi à celui qui exerçait réellement la puissance souveraine qu'à celui qui en portait seulement le nom. 3 ans plus tard, en 754, ce fut le pape Étienne II qui vint en France sacrer le roi Pépin. Et 46 ans après, en 800, ce fut le pape Léon III qui proclama Charlemagne empereur d'Occident. Ce fut donc de la papauté que vinrent, dans l'avènement des Carlovingiens, les décisions et les démarches principales. Les services mutuels que s'étaient rendus les 2 pouvoirs, et plus encore peut-être
la similitude de leurs maximes quant à l'unité de l'Empire, établirent entre la papauté et les rois carlovingiens d'intimes liens de reconnaissance et de politique. Aussi, lorsque la dynastie carlovingienne fut en péril, la cour de Rome en fut-elle attristée et inquiète. Il lui était dur de voir tomber une dynastie pour qui elle avait tant fait et qui avait tant fait pour elle. Loin donc d'aider à l'avènement de la dynastie nouvelle, elle se montra favorable aux intérêts de l'ancienne et essaya de la servir sans se trop compromettre elle-même. Telle fut de 985 à 996 l'attitude du pape Jean XVI dans la crise qui mit Hugues Capet sur le trône. En dépit de cette politique de la papauté, l'Église française prit l'initiative de l'événement et soutint le nouveau roi. L'archevêque de Reims affirma le droit populaire d'accomplir le changement de dynastie et sacra Hugues Capet et son fils Robert. L'avènement des Capétiens fut une œuvre indépendante de toute influence étrangère et nationale dans l'Église comme dans l'État. L'autorité d'Adalbéron fut grande dans cette œuvre. Comme archevêque, il avait été plein à la fois de zèle et de prudence dans l'administration ecclésiastique. Engagé dans la politique, il s'y montra hardi à tenter un grand changement dans l'État et habile à le poursuivre sans précipitation comme sans hésitation. Il avait pour secrétaire et pour docteur un simple prêtre d'Auvergne qui exerça dans cette entreprise une influence plus continue et encore plus efficace que celle de son archevêque. Né à Aurillac, élevé dans le monastère de Saint-Géraud, Gerbert, quand il fut appelé à la direction de l'école de Reims, avait déjà voyagé en Espagne, visité Rome, obtenu l'estime du pape Jean XIII et la faveur de l'empereur Othon II, vu ainsi de près les grands personnages et les grandes affaires ecclésiastiques et laïques de son temps. Établi à Reims, il marcha dans une double carrière et vers un double but. Il aimait l'étude, la science, la recherche de la vérité, mais il avait aussi le goût de l'activité politique et mondaine. Il excellait dans l'art d'enseigner, mais aussi dans l'art de plaire, et l'habile courtisan s'unissait en lui au savant docteur. C'était un esprit élevé, étendu, curieux, fécond, capable de conviction, et enclin pourtant à se prêter par calcul ou par entraînement à des idées contraires, sauf à revenir dans une circonstance favorable à son premier dessein. Il y avait en lui presque autant de mobilité que d'ardeur au service de la cause qu'il avait embrassée. Il épousa et soutint énergiquement l'élévation d'une dynastie nouvelle et l'indépendance de l'Église romaine. Il servit très activement la cause de Hugues Capet, mais il fut plus d'une fois sur le point de passer au service du roi Lothaire ou du prétendant Charles de Lorraine. Il fut de son temps, et plus résolument que Bossuet au XVIIe siècle, le défenseur et le praticien de ce qu'on a appelé depuis les libertés de l'Église gallicane, et en 992, il devint à ce titre archevêque de Reims. Mais après avoir été interdit en 995 par le pape Jean XVI de ses fonctions épiscopales en France, il obtint en 998 du pape Grégoire V l'archevêché de Ravenne en Italie, et la faveur de l'empereur Othon III ne fut pas étrangère en 999 à son élévation au Saint-Siège qu'il occupa pendant 4 ans sous le nom de Sylvestre II, en pratiquant, mais avec modération et dignité, des maximes bien différentes de celles qu'il avait soutenues 15 ans auparavant comme évêque français. Il devint à cette dernière époque de sa vie d'autant plus étranger à la France qu'il était brouillé avec le fils et le successeur de Hugues Capet, le roi Robert, dont il avait été jadis le précepteur et dont il avait honnêtement désapprouvé le mariage avec la reine Berthe, veuve de comte de Blois. En 995, au moment où il venait d'être interdit par le pape Jean XVI de ses fonctions comme archevêque de Reims, Gerbert écrivait à l'abbé et aux frères du monastère de Saint-Géraud où il avait été élevé « Et maintenant, adieu à votre sainte communauté. Adieu à ceux que je connus autrefois ou qui me sont unis par le sang, s'il en survit encore quelques-uns dont les noms, sinon les traits, sont restés dans ma mémoire. Non que je les ai oubliés par orgueil,
Mais je suis brisé, et le dirais-je, complètement changé par la férocité des barbares. Ce que j'ai appris dans mon adolescence, jeune homme, je l'ai perdu. Ce que j'ai désiré dans ma jeunesse, vieillard, je l'ai méprisé. Tels sont les fruits que tu m'apportes, ô volupté. Telles sont les joies que donnent les honneurs du monde. Croyez-en mon expérience. Plus la gloire élève les grands au dehors, plus au dedans sont cruelles leurs angoisses. La longue vie amène dans l'âme des ambitieux des jours de désabusement sincère, mais elle ne les décourage pas de l'ambition. Gerbert a été à la fois l'un des ambitieux les plus élevés dans l'ordre intellectuel et l'un des plus persévérants comme des plus remuants dans l'attachement aux affaires du monde.